Bonjour et bienvenue sur la place de l'apprentissage, un espace pour mieux comprendre les règles de l'apprentissage. Ce contenu vous est proposé par Nawel Matou, consultante en formation professionnelle, ancienne directrice de centre de formation d'apprentis, qui partage avec vous son expérience, son regard d'experte et des informations utiles pour décrypter l'actualité de l'apprentissage. Aujourd'hui, on se lance un défi: construire le guide ultime pour décrocher un contrat d'apprentissage. On a un peu l'impression que les règles du jeu ont changé, non? Entre les offres d'emploi qu'on ne voit jamais et les CV qui semblent disparaître dans un trou noir, comment on s'y retrouve? On va donc bâtir ensemble une nouvelle stratégie, un vrai plan d'action. Pour ça, on a épluché pas mal de documents, des fiches techniques sur les nouvelles aides, des guides très pratiques de l'ONICEP sur le CV et la lettre de motivation, et même des supports de formation sur les techniques de recherche d'emploi les plus pointues. Notre mission: transformer la recherche d'alternance d'un parcours du combattant en une aventure, disons, stratégique. Alors, avant de foncer tête baissée, il faut déjà comprendre le terrain de jeu. Qui peut vraiment devenir apprenti? Et surtout, qui sont ces entreprises qui recrutent? On a souvent en tête une fourchette d'âge assez stricte, c'est ça? 15 à 29 ans révolus, ça, c'est le cadre de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cadre, il a des portes dérobées. Pour certains publics, la limite d'âge, elle explose complètement. Ah oui. Oui. Un sportif de haut niveau, par exemple, n'a pas de limite d'âge. Quelqu'un qui a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, la porte est grande ouverte, peu importe l'âge. Et c'est pareil pour une personne qui se lance dans un projet de création ou de reprise d'entreprise et qui a besoin d'un diplôme pour y arriver. L'apprentissage devient alors un outil de reconversion accessible quasiment à vie. C'est une information capitale, ça change vraiment la perspective. Et du côté des recruteurs, est-ce qu'on doit se limiter aux très grandes entreprises qui ont des pages carrière bien remplies? Ah, ça c'est le piège classique. Penser que seules les grosses structures recrutent. La réalité, c'est que le tissu économique est bien plus riche. Il faut absolument penser aux associations. Une asso culturelle, sportive. C'est un employeur qui avait besoin en com, en gestion. Il faut penser à l'artisan du coin, à la PME innovante. Et surtout un secteur qu'on oublie tout le temps, le secteur public. La fonction publique d'État, les ministères, les préfectures et la territoriale, les mairies, les régions. Ce sont des milliers d'offres potentielles, souvent négligées. D'accord. Donc le terrain de jeu est immense. Mais qu'est-ce qui motive tous ces employeurs à sauter le pas? J'imagine que le côté financier est un argument de poids. On entend beaucoup parler d'aide, mais c'est un peu la jungle, non? C'est le nerf de la guerre et attention, on est à la veille d'un grand changement. Les règles qu'on va aborder là, elles s'appliqueront pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2026. Il faut voir ça comme deux scénarios. Premier cas, le recrutement pour un diplôme de niveau bac ou inférieur, du CAP au bac. D'accord. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est-à-dire la grande majorité, il y aura une aide de 5 000 euros. C'est l'aide unique. Mais, et c'est là que ça change, pour les grosses boîtes de 250 salariés et plus, cette aide de base, eh bien, elle disparaît. Ah, c'est un vrai changement de cap. Et pour les études supérieures, genre BTS ou master? Alors là, le changement est encore plus radical. C'est le deuxième scénario. Pour un diplôme supérieur au bac, du BTS au master, à partir de 2026, la règle est simple et brutale, plus aucune aide de base. Pour personne. Pour personne, que l'entreprise soit petite, moyenne ou grande, l'aide à l'embauche pour un apprenti en post-bac, c'est zéro. C'est un virage énorme, hein. Ça risque de freiner pas mal d'entreprises, ça, non? Est-ce qu'il y a des cas où une aide est quand même maintenue? Oui, et heureusement, il y a une exception majeure qui est un signal social très fort. Pour l'embauche d'un apprenti qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, la RQTH, Oui. une aide de 6 000 euros est prévue. Et cette aide, elle est universelle pour toutes les entreprises, sans condition de taille et pour tous les niveaux de diplôme. C'est un vrai levier pour l'inclusion. Le cadre est beaucoup plus clair maintenant. Allez, attaquons-nous aux outils de combat. Le CV et la lettre de motivation. Il y a un chiffre dans nos sources qui m'a glacé le sang. Un recruteur passerait en moyenne 5 secondes sur un CV. C'est ça. 5 secondes. C'est à peine le temps de lire le nom. Comment on peut se démarquer dans un temps aussi ridicule? C'est exactement la bonne question. Ces 5 secondes, ça veut dire qu'au premier tour, on ne joue pas pour un humain, mais pour une machine. Les fameux robots trieurs de CV. Voilà, la plupart des entreprises utilisent des logiciels, des ATS. Et ces robots, ils sont assez basiques. Ils cherchent des mots-clés et ils détestent la fantaisie.
C'est pour ça que les titres créatifs comme Mes aventures en entreprise, c'est une très mauvaise idée. Ça peut faire bugger la machine, hein. Exactement. Le CV risque de finir directement à la poubelle numérique. Mieux vaut s'en tenir aux classiques, expérience professionnelle, formation, compétences. Attendez, ça veut dire que ce super design de CV que j'ai passé des heures à faire en ligne avec des colonnes, des icônes, des barres de compétences, ça pourrait en fait me porter préjudice. C'est le grand paradoxe. Ça peut être totalement contre-productif. Nos sources sont sans appel. Les CV avec des mises en page complexes, des tableaux, plusieurs colonnes, ils ont un taux de rejet par les robots qui peut être 40% plus élevé. 40%? Oui. Le robot ne sait pas lire dans le bon ordre, il mélange tout, donc le CV un peu minimaliste, presque ennuyeux en apparence, sur une seule page avec une police simple comme Arial, c'est peut-être la meilleure arme pour passer ce premier filtre. Donc, la stratégie, c'est de faire plaisir aux robots, d'abord. On parle beaucoup de mots-clés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut juste copier-coller les termes de l'annonce? Ça frôle un peu la malhonnêteté, non? C'est toute la nuance. Il ne s'agit pas de mentir, mais de parler le même langage. Si l'offre mentionne gestion de projet avec la méthode agile et qu'on écrit dans son CV organisation de travaux de groupe, le robot, lui, ne fera pas le lien. Mais si on a vraiment utilisé des principes agiles dans un projet, même scolaire, il faut le formuler comme tel. Initiation à la gestion de projet agile. C'est de l'optimisation, pas de la falsification. L'honnêteté reste la règle d'or. Gonfler son CV, c'est un carton rouge direct en entretien. D'accord. Le CV est donc notre ticket pour passer la porte robotique. Mais une fois qu'un humain a le document, il va sûrement jeter un œil à la lettre de motivation. Franchement, à l'heure des candidatures en un clic, est-ce que ça sert encore à quelque chose? C'est la question que tout le monde se pose. Et les sources sont claires. Oui, elle est lue, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est plus une formalité. Son rôle a changé. Ce n'est absolument pas une redite du CV. Son but, c'est de répondre à une seule question. Pourquoi cette personne-là, pour cette entreprise-ci, et maintenant? C'est là qu'on montre qu'on a fait ses recherches, en gros. Voilà, citer un projet récent de l'entreprise, une de ses valeurs, et faire le lien avec sa propre histoire. C'est ça qui crée l'étincelle. Donc il faut raconter une histoire qui connecte notre parcours aux besoins de l'entreprise. Exactement. La structure implicite qui fonctionne le mieux, c'est le vous, moi, nous. Vous, moi, nous. Oui, ça donne. J'ai vu que vous lanciez un nouveau produit, vous. Mon expérience de trésorier dans une asso m'a appris la rigueur, moi. Ensemble, nous pourrions contribuer au succès de ce lancement, nous. On ne dit pas je suis motivé, on le prouve. Et bien sûr, on garde ça court, percutant, une seule page, et surtout sans aucune faute d'orthographe. Ça, c'est le détail qui tue. Bon, le CV a passé le robot, la lettre a séduit l'humain, et le téléphone sonne. L'entretien est décroché. C'est souvent là que la pression monte d'un cran. On a l'impression de jouer sa vie en 30 minutes. Et c'est cette pression qui peut tout gâcher. La première chose à faire, c'est de changer d'état d'esprit. Un entretien, ce n'est pas un examen, c'est un dialogue. Un échange. Un échange. Voilà. L'entreprise évalue le candidat, mais le candidat évalue aussi l'entreprise. Et la meilleure façon de le montrer, c'est de préparer des questions. Des questions intelligentes qui montrent qu'on est là pour une collaboration, pas juste pour un job. Quel genre de question, par exemple? On n'a toujours pas de poser une question un peu bête. Les sources en listent d'excellentes. Par exemple, concrètement, à quoi ressemblerait une semaine type? Ou qui sera mon tuteur? Quels sont les plus grands défis de l'équipe en ce moment? Ou même, avez-vous déjà eu des alternants? Comment ça s'est passé? Ces questions prouvent la curiosité, la capacité à se projeter. Et ça transforme l'interrogatoire en une vraie conversation. D'accord pour les questions à poser, mais pour celles qu'on va nous poser, il y a cette fameuse méthode STAR dont on entend parler. Ça sonne très corporate, ça. Est-ce que c'est vraiment applicable pour un jeune de 17 ans qui a juste travaillé l'été dans une boulangerie? C'est une excellente remarque. Et c'est là que la méthode est un outil puissant. Star, c'est juste une façon structurée de raconter une histoire. Situation, tâche, action, résultat. Prenons l'exemple de la boulangerie. Le recruteur demande « Parlez-moi d'une situation où vous avez géré un client difficile. » Ok. Et je lui ai proposé une alternative, les pains au chocolat qui sortaient du four, en lui offrant d'en goûter un morceau. Résultat, le client s'est calmé et il est reparti avec le sourire. Ah oui, vu comme ça, on transforme une simple vente en une démonstration de gestion de stress et de sens du service. C'est beaucoup plus parlant. Exactement. Et c'est ça que le recruteur cherche. Il n'achète pas des compétences, il l'investit sur un potentiel. Et ce potentiel, il se mesure comment? À travers 5 qualités clés. La fiabilité, la curiosité,
la capacité d'apprentissage, la posture, c'est-à-dire la politesse, l'envie, et la communication. Et on peut prouver ça avec ces centres d'intérêt. Ne pas dire juste «j'aime le foot», mais dire «je suis capitaine de mon équipe de foot, ça m'a appris à communiquer sous pression et à coordonner une équipe». D'un coup, un loisir devient une preuve de compétence. On arrive maintenant à la recherche active. Et là, il y a une statistique dans les documents qui remet tout en question. 70% des entreprises recruteraient sans déposer la moindre offre. C'est énorme, hein. C'est vertigineux. Ça veut dire que si on se contente de répondre aux annonces, on passe à côté des 2 tiers des opportunités. C'est exactement ça. C'est le marché caché de l'emploi. Répondre aux annonces, c'est comme pêcher dans un tout petit étang où tout le monde a sa ligne. À côté, il y a un océan. La stratégie gagnante, c'est de combiner les deux. Répondre aux offres visibles et chasser sur ce marché caché via des candidatures spontanées. Et comment on fait concrètement pour trouver les portes d'entrée de ce marché caché? Il y a plusieurs stratégies. La première, c'est d'en parler. Activer son réseau. Famille, amis, anciens profs. On ne demande pas un job, on demande des infos, des contacts. Ensuite, utiliser les plateformes spécialisées comme La Bonne Alternance. Ce site liste les entreprises qui ont recruté récemment et qui sont donc susceptibles de le refaire, même sans annonce. D'accord, c'est malin. Et enfin, être proactif. Cibler des entreprises qui nous plaisent, aller sur leur site, trouver le nom d'un manager sur LinkedIn et tenter une approche directe. On sent qu'on entre dans une ère plus technique. Les sources parlent même d'outils d'IA pour optimiser sa recherche. J'avoue que je suis un peu sceptique. Est-ce que ça peut vraiment faire une différence finale? Il faut voir l'IA comme un copilote, pas comme le pilote. Utilisée intelligemment, elle est redoutable. Prenez les outils de matching de CV comme JobScan. On y colle son CV et l'offre et il donne un score de compatibilité. L'objectif, c'est d'atteindre quel score? Environ 80%. Pour y arriver, on peut utiliser une IA comme ChatGPT. Un candidat a donné à l'IA son CV et l'offre en lui disant « Agis en tant que recruteur expert, réécris mes expériences pour maximiser la correspondance sans mentir ». Le résultat? Son score est passé de 45% à 82%. Il n'a pas changé ses expériences, il a juste appris à mieux les raconter pour la machine. C'est bluffant. Le profil LinkedIn est aussi mentionné comme étant crucial. Et pour finir, quelques infos pratiques. La meilleure période pour chercher, c'est entre mars et octobre. Et un point rassurant, si un contrat est rompu, l'apprenti a 6 mois pour trouver une autre entreprise tout en pouvant continuer sa formation. C'est un filet de sécurité important. Tout à fait. Et pour boucler cette exploration, j'aimerais laisser une question en suspens. Avec la montée de tous ces outils d'optimisation, de l'IA qui réécrit nos profils, des logiciels qui scannent nos CV, est-ce que la recherche d'alternance n'est pas en train de devenir un exercice où il faut d'abord séduire des algorithmes avant de pouvoir séduire des humains? Et si c'est le cas, comment on fait pour maîtriser ces nouveaux codes tout en gardant ce qui fait notre valeur unique, notre personnalité et notre authenticité? Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à poser vos questions, à liker et à partager ce contenu s'il vous a été utile. À très bientôt sur La Place de l'apprentissage.